Mais avant d'aller dans le rappel historique des différentes constitutions de notre pays, je voudrais que chaque citoyen note et retienne ceci. Quel que soit, je le répète, quel que soit le pays, toute constitution a un plan typique. Vous allez trouver dans d'autres constitutions, il y a le préambule, il y a des chapitres, il y a des sections, il y a tout ce qui en suit. Mais, quelle que soit la constitution, une constitution a toujours ce qu'on appelle préambule. Qu'est-ce que c'est? Quand vous regardez la nouvelle constitution dont on aura l'occasion d'emblée de rentrer dans les détails pour pouvoir montrer au peuple de Guinée l'enjeu lié à son adoption, toute structure de la constitution, qu'elle soit celle de notre pays que nous voulons adopter, il y a toujours ce qu'on appelle le préambule. Quand vous entendez préambule d'une constitution, c'est la déclaration des motifs et des objectifs premiers de l'élaboration de la constitution. C'est-à-dire que quoi? Nous voulons faire une nouvelle constitution. Quelles sont les raisons et les objectifs qui nous poussent à aller vers ce pacte social? Donc, dans les préambules des différentes constitutions, vous verrez toujours, et le cas de la Guinée ne va pas échapper à ce principe, ces constitutions font référence à des événements historiques, à l'identité nationale et à des valeurs que ces pays partagent. Vous verrez dans le cadre du préambule de notre constitution, on fera référence au vote historique du 28 septembre 1958 dans le préambule, si fait qu'aujourd'hui, il est important de dire que toutes les constitutions du monde entier ont les préambules. Il y a de ces constitutions qui, au-delà du préambule, posent ce qu'on appelle le titre préliminaire, c'est-à-dire la partie par laquelle l'État fait ce qu'on appelle la déclaration de sa souveraineté et les principes fondamentaux d'un gouvernement, nom, territoire de l'État, citoyenneté, droit de vote, idéologie, valeurs ou objectifs de l'État. Vous verrez au-delà des préambules, les titres préliminaires, que toutes les constitutions du monde entier prévoient toujours les droits qu'on qualifie des droits fondamentaux. Si vous voulez, ce sont les listes de droits, mais aussi précisent quelle est leur étendue et leurs limites. Parce que, comme on aime souvent le dire, tout texte normatif précise les prérogatives que peut avoir une institution ou des personnes, mais fixe aussi les limites, parce qu'il n'y a pas de droit sans limite, il n'y a pas de pouvoir sans limite. Et d'ailleurs, toutes ces constitutions prévoient toujours la suspension et la limitation de l'ensemble de ces droits qu'elles-mêmes prévoient dans les périodes exceptionnelles, notamment les périodes d'état d'urgence. Donc,
c'est important de rappeler qu'au-delà des préambules, les titres préliminaires, il y a des droits fondamentaux des citoyens qui sont toujours déterminés. Au-delà des droits et libertés, tels que la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté syndicale, que peuvent bénéficier des citoyens, toutes les constitutions du monde prévoient en leur sein les droits socio-économiques ou directives politiques à ce sujet. Quels sont les droits socio-économiques et culturels que les citoyens doivent bénéficier? Vous verrez dans toutes les constitutions du monde que ces droits socio-économiques et culturels sont prévus. Et d'ailleurs, quand vous prenez ces différentes constitutions, vous verrez toujours qu'elles déterminent quels sont les organes institutionnels qui gèrent le territoire. Le cas de notre pays, dans le cadre de l'adoption de la nouvelle constitution, on a réfléchi à pouvoir changer la donne, cette fois-ci en précisant de manière in extenso quels sont les pouvoirs institutionnels désormais que notre pays doit compter dans le cadre de la gestion du pouvoir politique. Nous rentrerons dans les détails quand nous toucherons la l'ossature de ce projet de nouvelle constitution. Parce qu'il faut quand même préciser de passage que l'on quitte dans l'avant-projet pour venir dans le projet. L'avant-projet veut dire la première monture qui a été faite, qui a été soumise à l'observation de toutes les entités sociales, les observations et autres. Une fois ces observations intégrées, adoptées par l'ensemble des membres du CNT, on quitte dans l'avant-projet, on vient dans le projet de nouvelle constitution. C'est cette nouvelle constitution sous forme de projet qui doit être soumise au référendum. Pour moi, c'est extrêmement important que nous rappelions cela de passage. Alors, avant de parler ce projet, donc vous ne m'entendrez pas dire l'avant-projet de la nouvelle constitution, parce qu'on est maintenant dans le projet, parce que, comme je vous ai expliqué, les membres du CNT ont adopté à l'unanimité, sauf erreur de ma part, l'adoption du projet de la nouvelle constitution. Donc, avant d'en arriver là, il faut interroger l'histoire. Parce que j'aime souvent le rappeler que celui qui oublie son passé est condamné à le refaire. On ne peut pas construire le présent et l'avenir si l'on oublie notre passé. C'est extrêmement important. Tous n'étaient pas nés au moment où la Guinée accédait à sa souveraineté nationale. Ceux qui sont électeurs aujourd'hui. Donc, il faut quand même, pour l'intérêt de l'histoire, rappeler quels sont les points sur lesquels la Guinée s'est inscrite dans le cadre de l'évolution constitutionnelle. Tous les pays du monde ont une histoire, hein, il faut le rappeler. Pour ceux qui ont suivi les cours de droit, ont suivi les cours des sciences sociales, on vous parlait là de la Révolution française, on vous parlait là de la Révolution américaine, des toutes premières constitutions américaines qui ont subi des amendements jusque-là. C'est cette constitution qui est en train de faire vivre ces grandes puissances-là. Donc, notre pays n'échappe pas à cette réalité. Nous avons été un État colonisé, aujourd'hui un État souverain. Tout cela a été un long processus
qu'il faille quand même rappeler. D'où la question, quelles sont les différentes constitutions que notre pays, la République de Guinée, a connues de 1958 à nos jours? Quelles sont les portées de ces différentes constitutions? Ces différentes questions-là nous permettront d'aider les citoyens à se souvenir que notre pays, la République de Guinée, vient de loin. Les libertés que nous sommes en train de réclamer, de vivre, sont constitutives de longs fruits de lutte de nos aïeux, dont nous nous inclinons devant leur mémoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse les pardonner, les accorder le paradis, et que la Guinée solidaire, prospère, de justice, qu'ils ont souhaité, puisse continuer à rayonner sur le plan africain et international, à travers le travail de ses fils et filles. Amin. Avant qu'on soit dans l'indépendance, nous étions dans la période coloniale. Ce qui fait que, en 1958, sans rentrer dans les détails de l'histoire comme vous le savez, la participation africaine et malgache au second conflit mondial avait quand même permis aux pays du tiers-monde d'engager ce qu'on appelle les mouvements de décolonisation. L'histoire de dire que nous ne sommes plus à mesure de continuer à subir le système colonial. Notre pays n'a pas échappé à cette réalité historique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? De 1958 à nos jours, notre pays a connu plusieurs constitutions. La première constitution que notre pays a connue, c'est la constitution du 10 novembre 1958. Cette constitution, le 10 novembre 1958, sur laquelle nous reviendrons à travers le référendum qui s'en est suivi, a été suivie d'une nouvelle constitution. Comme je le disais, il est important pour nous d'interroger l'histoire sur l'ensemble des constitutions que notre pays, la République de Guinée, a eu à adopter. Je voudrais ici rappeler que notre pays, la République de Guinée, qui a eu son indépendance le 2 octobre 1958, a depuis cette date connu plusieurs constitutions. Nous rentrerons dans les détails de ces différentes constitutions, ce qui permettra aux citoyens lambda de Zérékoré, de Mamoun, de Kankan, de Kindia, de Farana, de s'approprier sur l'évolution historique de nos différentes constitutions.
La première constitution que notre pays, la République de Guinée, a connue est celle du 10 novembre 1958, qui a été adoptée suite au référendum du 28 septembre 1958. Nous reviendrons en large sur cette constitution, dont la compréhension nous permettra sans doute de comprendre qu'est-ce que les pères fondateurs de notre République de Guinée ont bien voulu nous doter en termes de constitution. Au-delà de cette date historique du 28 septembre 1958, notre pays, la Guinée, a connu sa deuxième constitution, c'est la constitution de 1982, qui va être suspendue plus tard en 1984, suite à la mort de feu Ahmed Sékou Touré et la prise du pouvoir par le comité militaire d'alors géré par Lansana Conté. Au-delà de cette suspension en 1984, comme vous le savez, il y a eu ce comité militaire qui était là. L'histoire nous enseigne la conférence de Bâle, vous le savez très bien. Cette conférence à partir de laquelle les États occidentaux avaient cautionné leur participation au développement de tous les pays aux questions de gouvernance et de démocratie. Si fait que le comité militaire géré par feu général Lansana Conté, paix à son âme, à l'époque, s'est lancé dans un camp, si vous voulez, s'est lancé dans une sorte de campagne pour pouvoir obéir à ses exigences et contingences internationales du moment. La démocratisation de nos institutions. En 1990, il y a eu ce qu'on appelle le référendum sur l'adoption de la nouvelle constitution, mais cette fois-ci une constitution qui va axer sur une constitution démocratique. La campagne référendaire a permis à la Guinée de se doter d'une nouvelle constitution qui est celle de 1991. Donc, à part la constitution du 10 novembre 1958, à part la constitution de 1982, qui a été suspendue, comme je l'ai rappelé, en 1984, vous avez eu la troisième constitution, qui est la constitution de 1991, qui avait été suspendue en 2008 suite à la prise du pouvoir par un comité militaire à sa tête, capitaine Moussa Dadis Camara. Suite à la mort de feu général Lansana Conté, cette constitution qui a été adoptée par référendum va se voir suspendre. Alors, dans ce processus de transition, à l'époque, une autre constitution avait vu le jour, c'est la constitution de 2010. Cette constitution de 2010, elle est celle issue du travail fait
par l'organe législatif à l'époque, qui nous a permis d'avoir la nouvelle constitution de 2010. La particularité de cette constitution, comme nous allons discuter de long et en large, c'est que cette nouvelle constitution de 2010, tirant des leçons du passé, avait voulu que la République de Guinée, à l'image des autres contrées géographiques du monde, puisse connaître ce qu'on appelle l'alternance politique, qu'il y ait des élections libres et transparentes, où chaque candidat vient concourir au suffrage universel et que le peuple puisse se prononcer. Cette constitution de 2010 avait posé des principes qui étaient très clairs, sur lesquels nous reviendrons, mais qu'il faille quand même dire 2 mots avant de continuer. Puisque à chaque fois qu'il y avait des questions électorales, ces questions électorales, bien entendu, soulèvent toujours des questions de mandat présidentiel et autres. Cette nouvelle constitution avait posé les dispositions de ce qu'on appelle intangibilité constitutionnelle. C'est-à-dire que quoi? Elle a prévu des dispositions, si vous voulez, des articles, pour dire que, attention, quelle que soit votre volonté politique de réviser ou de modifier la Constitution, il ne faut pas toucher à ces dispositions-là. Quel que soit ce que vous voulez mettre dans la Constitution, vous ne devriez pas toucher à ces dispositions-là. Ces dispositions-là, juridiquement, prennent le nom des dispositions liées à l'intangibilité constitutionnelle. C'est lié d'abord, à la forme de l'État. La Guinée a toujours été un État unitaire. Personne ne peut s'attribuer à une portion de l'État guinéen. Vous ne pouvez pas changer, quelle que soit votre volonté. Quelle que soit la constitution qui vient, c'est que la nature de l'État en tant que tel, vous ne devrez pas changer. Deuxième chose, les dispositions concernant la durée du mandat. Il était interdit que l'on fasse plus de 2 mandats. Mais nous sommes allés dans un processus que nous ne ferons pas le luxe de commenter ici, parce que pour nous, l'histoire c'est derrière nous. Nous sommes dans le cadre de la réconciliation de tous les fils et fils de Guinée. Chaque pouvoir a ses points faibles et ses points forts, et il revient à l'histoire de retenir ce qui est positif ou non positif dans la gestion étatique. Alors, de cette constitution de 2010, nous sommes arrivés à la constitution de 2020. Mais nous savons le processus qui a conduit à l'adoption de la constitution de 2020, avec tous les soubresauts sur le plan social, tous les problèmes liés à cette révision constitutionnelle et tout ce qui en suit. Mais finalement, cette constitution a été adoptée dans les conditions que beaucoup de personnes ont estimé n'avoir pas été les conditions de transparence, parce que ce qui avait été soumis au référendum n'était pas, si vous voulez, cette constitution qui avait été promulguée. Les avocats à l'époque ont dressé des procès-verbaux de constat d'huissier pour pouvoir faire constater la disparité
de forme et de contenu par rapport à ce qui a été soumis au référendum et ce qui a été promulgué comme constitution sortie des urnes. Donc, bref, nous sommes arrivés à la conclusion que cette constitution de 2020 était une constitution très, très controversée. Alors, dans cette situation de tohu-bohu, s'il faut qualifier ainsi, de frustration sociale, puisque on ne se reconnaît pas dans quelque chose à partir de laquelle nous n'avons posé aucun acte pour son édification. C'est comme si on vous imposait un enfant dont vous ne connaissez pas le père pour vous dire que vous êtes celui qui doit gérer et accepter cet enfant-là. Beaucoup se sont vus, si vous voulez, écartés dans la prise de décision au niveau national. Parce que le référendum, c'est un moyen d'expression des citoyens par rapport à la gestion des pouvoirs qui cadrent et déterminent ces libertés. Celui qui doit se prononcer sur mes libertés, je dois avoir la latitude de dire oui ou non. Alors, dans cette situation, le CNRD, à sa tête, colonel Mamadi Doumbouya, s'est vu obligé, par devoir patriotique, au-delà de toute campagne politicienne, de pouvoir rétablir le peuple dans son droit, le droit d'avoir le choix de participer à l'édification de ces institutions. D'où la prise de responsabilité du 5 septembre 2021. À partir de cette date, la suspension de la Constitution de 2020 a permis d'adopter en lieu et place une charte de la transition. Cette charte de la transition, en tant que telle, on ne peut pas dire qu'elle est une constitution, non, mais comme son nom l'indique, c'est une charte. C'est cette charte de la transition qui a remplacé la constitution controversée de 2020. C'est à travers cette charte que les organes de la transition ont été mis en place, le CNT, le CNRD, les autres organes de la transition ont été mis en place. Mais cette charte de la transition est censée mettre les bases de la refondation, procéder à la rectification institutionnelle, repositionner la Guinée sur l'échelle internationale et surtout promouvoir le développement durable de notre pays. Alors, cette charte de la transition qui a mis en place ces organes ont permis d'avoir, comme je l'ai dit, un avant-projet de la nouvelle constitution et maintenant un projet de constitution qui doit être soumis au référendum. Mais cette fois-ci, la démarche a été une démarche participative à tous les niveaux. Nous avons vu les membres du CNT procéder à la caravane de sensibilisation, de vulgarisation
sur le plan à la fois national, africain, international, nous avons vu tout ça. Tout ça pour vous dire que tous les Guinéens sont concernés dans le cadre de la détermination des institutions qui doivent résister dans le temps et à la tentation des hommes. Si fait qu'aujourd'hui, nous tendons vers le référendum constitutionnel pour que cette charte de la transition cède, bien entendu, la place à une nouvelle constitution qui déterminera les pouvoirs publics qui vont gérer notre pays. Sans transition, pour la compréhension de l'opinion, on va revenir sur la Constitution du 10 novembre 1958, ensuite les autres constitutions. La Constitution du 10 novembre 1958 était dans les temps une décision historique pour le peuple de Guinée. Pourquoi? Le 28 septembre 1958, le peuple de Guinée a, lors du référendum sur la constitution de la Ve République, rejeté la communauté proposée par le général de Gaulle. Vous savez, au lendemain du second conflit mondial, les peuples ne pouvaient plus accepter de continuer avec la domination coloniale. Donc la France, il faut préciser, avait deux territoires. Vous avez la France elle-même et vous avez les territoires d'outre-mer, l'autre côté de la mer, c'est-à-dire les colonies. Donc, ce projet référendaire ne concernait pas seulement que la Guinée, il faut préciser ça. Ce projet de référendum ne concernait pas seulement que la Guinée. Il y avait le Sénégal, il y avait le Mali, il y avait la Côte d'Ivoire. Bref, tous les territoires d'outre-mer, le projet que De Gaulle avait proposé, général De Gaulle avait proposé, qui voudrait à l'époque qu'il y ait ce qu'on appelle la communauté de destin, ce n'est pas seulement le cas de la Guinée, il faut que cela soit précisé de passage. Ce qui fait que quand vous regardez les annales de l'histoire, vous regardez le nombre d'électeurs par rapport à ce référendum, du point de vue global, vous verrez que le nombre d'électeurs était si élevé que beaucoup vont se demander, attends, la Guinée aujourd'hui, on est à 12 millions d'habitants. Si on dit que le projet de référendum proposé par De Gaulle pour les territoires d'outre-mer s'élevait à plus que ça, il faut que les gens comprennent que c'est tenant compte de l'ensemble des territoires, pas seulement le cas de la Guinée. Mais puisqu'on n'est pas là pour parler du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, on va rester dans le cadre du référendum de notre pays le 28 septembre 1958. Il faut retenir que le référendum organisé par la Commission nationale chargée du recensement des votes, la République de Guinée avait massivement voté en disant non à la communauté proposée par le général de Gaulle. Ce qui fait que, en ce qui concerne le territoire de la Guinée, la Commission nationale chargée du recensement avait pris acte que la Guinée a rejeté le projet de constitution et par la suite
refusé l'intégration à la communauté. C'est la raison pour laquelle les résultats du référendum de la Guinée n'ont pas été comptabilisés parmi des résultats globaux. On a écarté les résultats de la Guinée dans l'ensemble des résultats globaux. Puisque tous qui avaient dit oui, ils étaient dans la communauté, les résultats ont été centralisés. Pour la Guinée, on a enlevé les résultats de la Guinée dans l'ensemble. Donc, les résultats de la Guinée ont été changés. Il faut savoir que au nombre d'électeurs qui ont participé à ce résultat historique du non au référendum, la Guinée, il y avait 1 million, si j'ai bonne souvenance, sauf erreur de ma part. Je parle sous le contrôle des historiens, mais je sais que je ne me trompe pas sur le nombre des électeurs. Le nombre d'électeurs ayant participé à l'élection, au référendum plutôt constitutionnel du 28 septembre 1958 s'élevait à 1 408 500 électeurs. 1 408 500 électeurs qui avaient participé au référendum du 28 septembre 1958.